Bonjour et merci de vous être connectés pour notre webinaire sur la présentation des oraux techniques. Et donc, tous élèves du N3S sur la, la 65e promotion et on participe au dispositif accompagnement élèves, accompagnement par les élèves qui justement ont aidé les préparationnaires sur les différentes épreuves, donc là sur les écrits, et puis maintenant on est sur l'échéance des oraux qui viendra en. Ah, ça va pas trop couper. Donc l'enchaîner sur les oraux privés en septembre. Juste deux petites choses avant qu'on puisse commencer. On enregistre la vidéo pour la mettre ensuite sur YouTube pour les gens qui n'auront pas la possibilité de se connecter aujourd'hui. Et on vous rappelle aussi que c'est une initiative qui est portée par les élèves, qui est indépendante de l'école et que, bien sûr, on ne se situe pas à des préparations comme celles proposées par CADIP et l'université ou encore. Donc, avant de rentrer dans les matières, on va faire un petit tour de table pour se présenter et dire quel concours interne-externe on a passé et la matière que l'on a pris. Voilà. Je commence, ok. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Anaïs, je suis élève interne et je vais vous parler compta et analyse financière. Bonjour, je suis Alexandrine, je suis élève interne également et je vous parlerai de l'épreuve technique en statistique. Du coup, Pauline Almeida-Lemos, moi je suis élève externe et je vous présenterai le droit public tout à l'heure. Et moi je suis Davina Emilien, élève externe également, et je vous présenterai l'épreuve de sciences politiques. Bonjour à tous, Mélanie Schwaller, moi je suis aussi élève externe et je vais vous présenter l'épreuve de droit du travail pour ma part. Bonjour à tous, Lisa Gassier, je suis élève externe et je vous présenterai l'épreuve. Bonjour à tous, Nabil, je suis élève externe également et moi je vais vous parler de santé publique. Bonjour à tous, moi c'est Simon, élève externe et je vais vous parler des questions sanitaires et de protection sociale. Discuter, pour juste remettre le contexte, les oraux techniques, du coup, c'est des matières que vous avez choisies au moment de votre inscription. Vous en avez choisi deux, qui normalement ne se recoupent pas avec la matière que vous aviez au choix pour les écrits, notamment droit public, qui peut être soit à l'un, soit à l'autre. Qui, du coup, seront à présenter les mêmes semaines que le grand O. Donc, c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire que vous n'avez pas une semaine dédiée aux oraux techniques et une semaine dédiée au grand O, mais que vos oraux techniques peuvent s'intercaler entre les grands O. Donc, ça veut dire que vous avez des combinaisons qui peuvent être assez variées selon vos convocations, avec par exemple des élèves qui vont passer leurs deux oraux techniques la même journée, qui vont pouvoir passer le matin un oral technique et l'après-midi le grand O. Donc, les compositions sont assez variées, donc il faut quand même que vous l'ayez en tête, puisque ça va aussi important sur la façon dont vous organisez vous pour préparer ces matières, surtout quand vous aurez vos convocations. De manière générale, c'est une épreuve qui dure 30 minutes, qui est avant. Attends. Est-ce que le son c'est mieux comme ça? Bon, on va dire que c'est meilleur. On va espérer. Du coup, c'est une épreuve qui dure 30 minutes avec 10 minutes de présentation et 20 minutes d'échange avec le jury, qui est coefficient 3. Et avant ces 30 minutes de présentation devant le jury, d'échange devant le jury, vous avez 20 minutes de présentation sur un sujet tiré au sort. Voilà. Ok, bon, bah, c'est le nickel. Et du coup, on va commencer par la première matière qui est proposée. Alors, bonjour tout le monde. Sur l'épreuve qu'on appelle l'épreuve compta, en réalité, c'est bien plus large que ça. Vous avez le programme sur le décret. Donc, en fait, il y a trois thématiques à apprendre. Donc, il y a trois programmes à apprendre. Celui de compta, donc débit, crédit, tout ça. Celui de contrôle de gestion, compta analytique, compta de gestion, tout ça, ça regroupe la même chose. Ça va tout ce qui tourne autour du calcul des coûts, les coûts complets, les coûts partiels, etc. Et le troisième axe, c'est l'analyse financière. Donc avec les BFR, la CAF, les soldes intermédiaires de gestion, etc. etc.
Donc, ça fait un gros programme. L'avantage de ce programme, néanmoins, c'est que c'est un programme qui a un début et une fin. Contrairement, par exemple, à la santé publique ou à la protection sociale, c'est un puissant point. Là, c'est un gros programme, il y a beaucoup à faire, mais il y a un début et une fin. Et pour ceux qui ont choisi de le prendre, je pense que c'est vraiment la bonne pioche parce que quand vous allez arriver à l'école, vous allez avoir tout un tas de modules sur ces matières-là. Et c'est cool d'avoir une petite base quand même pour appréhender ça de façon beaucoup plus sereine. Donc on fait un peu de garde-coup. Ce que je peux vous conseiller comme bouquin, c'est d'acheter le Friedrich. Donc le Friedrich, c'est de son petit nom Jean-Jacques Friedrich. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Comptabilité générale et gestion des entreprises. Il y a des choses dedans qui ne vont pas vous intéresser sur les normes IFRS, sur les normes internationales, etc. Néanmoins, c'est un bouquin qui est super bien fait. Moi, j'avais très peu de bases de compta avant de sujet. Et en fait, il raconte son histoire, il amène les concepts très facilement. Et le top du top, c'est qu'il a été mis à jour en août 2025. Donc moi, je n'ai pas pu bosser sur la version à jour, mais vous avez cette chance. Donc franchement, précipitez-vous sur ce bouquin. Pour la compta, il y a un peu d'analyse dedans. Pour la compta de gestion, je ne sais pas quoi faire là pour le son. Le son, je pense que ça va. Des problèmes À l'école? Ouais, pas mal. Et moi, prends le micro, mais surtout. Attends, je sais pas si. Ouais, éteins le son là, ou pas. Ah ouais, par contre, ouais. Est-ce que c'est mieux au niveau du son? Est-ce que vous Peut-être nous entendez maintenant? tu peux m'amener tout sur ce test. D'accord. Vas-y. Tu me décales ton PC, comme ça, on est là, comme ça peut. Ah, super, très bien. On va Donc, continuer comme ça dans ce cas. je continue vite fait sur la compta. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir choisi cette option, mais en gros, le Jean-Jacques Friedrich, il est très bien. Et il faut que vous trouviez un autre livre sur la compta de gestion. Moi, j'avais pris plutôt une approche avec un livre qui faisait des exercices. Donc, j'ai appris le cours en passant par les exercices parce que j'en pouvais plus des apprentissages théoriques. Mais je vous le conseille pas parce que franchement, j'ai dû reboucler pas mal de choses. Mais il y a plein de bouquins sur la compta de gestion qui feront l'affaire. Donc, la petite particularité, c'est que il y a 2 ou 3 ans, ils ont changé les modalités sur cette épreuve. C'est plus des exercices, ce qui est quand même une super nouvelle, et c'est un sujet à traiter en 2 parties avec intro et conclusion. Donc, exactement comme pour un sujet de protection sociale, de droit, il faut vraiment montrer qu'on a une capacité à prendre de la hauteur et à comprendre les concepts, comment on va pouvoir les impliquer dans une entreprise ou dans un organisme de sécurité sociale. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je suis tombée sur le sujet les coûts de production. J'avais un petit texte en dessous, mais je l'ai à peine lu parce que 20 minutes, ça passe vraiment très vite, mais ça, il y a quand même des petites idées dedans. Et j'ai fait un grand 1 sur comment on calcule les coûts de production, donc les différentes méthodes, coût complet, coût partiel, etc., etc. Et j'ai fait une deuxième partie sur les plus et les moins de ces méthodes-là et puis de l'analyse des coûts de production. Donc j'ai parlé très lentement parce que tenir 10 minutes sur le sujet, il faut quand même y aller. Mais c'est ça qui est attendu. Et à l'oral de compta, ce qui est vraiment bien, contrairement à mon expérience par exemple en protection sociale, c'est que le jury est vraiment parti sur d'autres sujets que le sujet initial qu'on m'avait donné. Et là, il pose des questions plus précises. Par exemple, j'ai eu des questions sur comment on calcule la capacité d'autofinancement. Est-ce qu'on ajoute les dotations? Est-ce qu'on les retire? Quelle classe pour les comptes de banque?
Si j'ai de l'argent, mon compte de banque, est-ce qu'il est créditeur ou débiteur? Enfin, ce genre de questions beaucoup plus précises. Donc voilà, là, il y a moyen de marquer des points si vous êtes technique. Si vous n'êtes pas très technique, il y a moyen de marquer des points avec la première partie de l'oral. Donc pas trop de stress. Par contre, pas d'impasse non plus, parce que franchement, moi, j'aurais jamais pensé tomber sur un sujet de compta analytique. Oui, il faut faire une problématique, tout à fait. Donc moi, je sais plus ce que j'avais fait sur les coûts de production. C'était dans quelle mesure les coûts de production permettent de piloter une entreprise intelligemment et quelles sont les limites de ces méthodes, quoi, par exemple. Enfin, j'ai évidemment pas dit que des choses comme ça, mais oui, il faut que l'intro ce soit, voilà, c'est quoi les grandes préoccupations des entreprises? Bah là, ça va être de calculer ses coûts pour être capable d'être rentable, par exemple, au-delà des aspects trésorerie, etc. Après, préciser pourquoi c'est important les coûts de prod, qu'est-ce que c'est, donc définir exactement de la même façon que sur un sujet classique. Après, on problématise, vous annoncez le plan, et après, vous déroulez. Comme en compta, les sujets, c'est quand même difficile de vraiment tenir les 10 minutes, je trouve. N'hésitez pas à bien dire, en grand 1, nous verrons ceci, en grand 2, nous verrons cela. Bon, bah voilà, ma première partie, grand 1. Je vous propose qu'on parle de ça, de ça, de ça. Puis après, vous y allez. Franchement, c'est un peu pénible, mais ça passe très bien parce que ça donne de la lisibilité. Et puis vous, ça vous permet de gagner quand même un petit peu du temps. Voilà. Après, j'avais un petit tips pour les internes. Uniquement les internes, j'en suis bien désolée. C'est qu'il existe un... Alors, dans la préparation du concours interne, il n'y a pas de module sur la compta. On est vraiment livré à nous-mêmes. Mais il existe un module qui s'appelle CAP EN3S. Donc, CAP EN3S, c'est un module. Ça coûte, je crois, 500 euros à votre organisme. Donc, si vous êtes gentil, vous avez des bonnes relations, vous demandez gentiment, c'est sûr, ils vont vous dire oui. Et en fait, ça vous donne accès à un e-learning qui est vraiment hyper pauvre. Donc moi, je fais pas la, je fais pas la pub de l'e-learning. Par contre, ça vous donne 2 heures de droit de tirage et un oral blanc. Donc 2 heures de droit de tirage, ça veut dire 2 heures avec un professionnel bah, de la profession. Et vous pouvez, comme ça, avec cette personne, avoir des échanges de vive voix et débugger certains points. Enfin, moi, j'ai vraiment débugué des trucs sur les ratios, que ça prenait la tête et tout. Donc, ça permet vraiment de débugger certains points, de dénouer certaines choses. C'est toujours intéressant, voilà, si vous avez accès à ça. Je crois que quand on est extérieur, ça coûte 300 euros. Franchement, je vous conseille pas pour le coup de mettre 300 euros pour ça. Par contre, si on peut vous le financer, c'est cool, quoi. C'est un petit appui. Voilà ce que j'avais à dire sur la compta. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que je passe la parole à ma collègue. Tu vois des questions? Je crois que j'ai vu passer des trucs dans le fil, mais je suis pas sûre. Donc, c'était. On avait qu'une, t'as répondu. Non, je crois que tu as répondu. D'accord. Le CPF est-il possible? Ça, c'est une question à poser à votre RH. Très probablement que en effet, vous pouvez le mobiliser si votre RH est d'accord. Mais en général, pour 500 euros, ils vont pas vous embêter, quoi. Pas évident qu'une problématique en compta est structurée comme une matière de PS. En fait, ça se fait très bien. Moi, je vous invite à récupérer les annales. Il y a quelques sujets dedans et, euh, et à faire un essai, puis après à faire tourner Claude ou Chat ou Mistral. Et vous verrez qu'en fait, ça se fait. Ça se fait assez facilement en réalité, souvent dans un grand 1. Vous vous dites comment ça marche, les différentes méthodes, pourquoi c'est important, etc. Dans le grand 2, vous dites les limites, comment les entreprises peuvent s'en saisir, etc., etc. Je ne sais pas si c'est pénalisant ou pas de tenir les 10 minutes. Moi, en plus, j'ai eu des intervenants qui se sont embrouillés dans le timing. Mais en réalité, moi, je vous conseille dans cette matière et dans toutes les autres de les tenir parce que quand vous faites 10 minutes d'oral où vous avez la main, c'est pas une minute de trop donnée pour les questions-réponses parce que sur les questions-réponses, ils vont vous chercher là où ça bloque. C'est-à-dire que moi, j'arrive à répondre, j'arrive à répondre, j'arrive à répondre.
Puis à un moment, ils m'ont mis dans le corner parce que, à force de me poser des questions, oui, statistiquement, il y a un moment où ça marche plus, quoi. Donc en fait, moi, je vous conseille quand même de prendre votre temps, de faire ça bien. Voilà, ils vous connaissent pas, ils savent pas à quelle vitesse vous parlez. Vous pouvez y aller. Et le temps de préparation, c'est 20 minutes. Mm. Donc si vous êtes à l'aise sur le sujet, inutile de vous polluer avec le petit texte. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, raccrochez-vous au petit texte. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la compta ou c'est bon pour tout le monde? Bon, on va considérer que c'est bon. En tout cas, pour ceux qui sont sur cette méthode, sur cette matière, je vous souhaite vraiment bon courage. Et si vous avez besoin qu'on échange de façon plus précise sur des sujets en particulier, vous pouvez passer par le mail, enfin le contact, et je vous recontacterai sans problème. Vous avez le mail de la prépa, mais également sur LinkedIn. N'hésitez pas et Facebook à nous envoyer un message et puis on réorientera sur les Ouais, bons interlocuteurs si vous avez d'autres questions qui vous viennent après. Voilà, n'hésitez pas. voilà. Passons maintenant à l'épreuve orale de statistique. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait des petites questions organisation, je vous rappelle que quand vous arrivez, vous allez rentrer dans la salle, vous allez tirer un sujet, une enveloppe dans laquelle il y a un sujet. Vous aurez 20 minutes de préparation et ensuite 10 minutes de présentation et 20 minutes de questions. Pour les statistiques, l'usage de la calculatrice est autorisé à condition qu'elle ne soit pas programmable. Le jury est composé d'un professeur universitaire et d'un agent de direction qui, en général, s'y connaît en statistique. Alors, c'est important de dire ça parce que c'est un oral technique, les statistiques, mais pas que. Je m'explique. Vous serez évalué sur vos connaissances, évidemment, mais aussi sur votre posture et sur votre capacité à faire passer un message compréhensible pour tout public. D'où la présence d'un agent de direction. Donc, cet oral porte sur les statistiques, certes, mais il faut bien garder à l'esprit que ça reste dans un environnement de protection sociale. Et ça, vous devez en tenir compte lors de votre développement et surtout lors de la phase questions-réponses. Le respect du temps, 10 minutes d'exposé, est vraiment important et ça fait partie intégrante de la notation. Votre présentation doit être claire et structurée. Et comme vous le disait Anaïs tout à l'heure, vous ne serez pas pénalisé si vous faites moins de 10 minutes. Vous le serez si vous faites plus de 10 minutes. Mais par contre, si vous tenez moins de 10 minutes, c'est autant de questions en plus que vous allez avoir. La présentation devant votre jury est un... Dans quel sens faut-il tout de cet environnement? Parce qu'ils vont certainement vous poser, ils vont vous poser des questions en tant qu'agent de direction. Si vous êtes directeur, par exemple, en quoi vont vous servir les statistiques? Donc, c'est vraiment des questions auxquelles on s'attend absolument pas quand on dit que c'est un oral technique. Donc, il y a des fois un regard qui va vous être demandé de prendre la hauteur par rapport à votre sujet, par rapport à votre développement et par rapport aux réponses que vous allez apporter. Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'enchaîne. Donc, la particularité de l'épreuve de statistique, c'est que vous allez être debout et vous allez écrire sur un tableau numérique. Donc, c'est une espèce de grande tablette fixée au mur. Et alors, pourquoi je dis ça? C'est important parce que finalement, vous allez montrer votre dos au jury. Et pour que vous n'ayez pas un jury qui a l'impression de parler à un dos qui marmonne, parce que quand on est en train de faire son développement statistique au tableau, on ne va pas forcément penser à se retourner, et pourtant il faut se retourner, il faut parler au jury, et il faut avoir des échanges de regards, parce que finalement, leurs réactions vont vous donner aussi des petits tips sur la manière dont vous avancez et peut-être vous permettre de vous raccrocher aux branches et puis de revoir votre présentation si vous voyez qu'ils font ils font une drôle de bobine. Et ça, c'est vrai que quand on est debout, que l'on fait un développement au tableau, on ne le voit pas forcément. Sur le plan technique, vous allez dérouler votre exercice en répondant aux questions à poser. Mais ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que dans l'épreuve de statistique, il y a deux exercices que vous allez devoir résoudre en 20 minutes de préparation, donc 10 minutes à peu près chacun, et en 10 minutes de restitution, donc environ 5 minutes chacun. Alors ça va déjà vous donner une indication dans la réalisation de calculs. Si vous regardez les annales, vous verrez que sur ces dernières années,
il n'y a pas besoin de faire des tonnes de calculs. Il y a beaucoup de choses qui se déduisent. Si vous connaissez bien vos tests statistiques, si vous connaissez bien vos formules, euh, eh bien, il y a pas vraiment beaucoup de calculs à faire. Même si vous devez faire un Q2, même si vous devez faire une comparaison de moyenne ou une droite de régression, vous avez les grandes masses qui sont déjà présentes dans l'énoncé, et donc vous avez vraiment des calculs sommaires à faire. Parce que sinon, vous n'arriveriez pas à le faire en 10 minutes de préparation et 5 minutes de restitution par exercice. C'est pour ça qu'il y a des calculatrices qui sont très sommaires, qui sont demandées d'utiliser, et pas du tout des calculatrices programmables, parce que justement, les calculs sont pas si complexes à faire. Par contre, moi, je vous conseille de bien apprendre vos formules par cœur. Vous avez un récapitulatif des formules statistiques principales qui vous est fourni avec le sujet, mais franchement, en 20 minutes, le temps de prendre connaissance du sujet, le temps de voir à quel test il se raccroche, qu'est-ce que vous allez devoir développer, comment est-ce que vous allez pouvoir faire un argumentaire clair et compréhensible par votre jury, eh bien, vous n'aurez pas le temps d'aller d'aller fouiller dans les 3-4 feuilles pour aller regarder vos formules. Donc vraiment, passez vraiment du temps à bien apprendre et à connaître un peu tout sur le bout des doigts. Ce qui est important aussi, au-delà des calculs et au-delà du résultat, c'est de montrer au jury que vous comprenez la finalité exercice, que vous comprenez toutes les étapes et que vous allez leur expliquer toutes les étapes. Vous allez imaginer qu'en face de vous, vous avez des personnes novices et vous allez leur expliquer comme si ils ne connaissaient pas grand-chose aux statistiques et que vous vouliez faire une démonstration claire et expliquer pourquoi vous avez pris tel test, pourquoi vous avez fait référence à telle loi. Il faut vraiment que ce soit explicite, parce que c'est comme ça que vous allez réussir à avoir des points. C'est-à-dire que si vous faites un exercice de manière très clinique, très propre, et que vous ne faites pas attention à votre jury, vous aurez une note moyenne, mais vous aurez peut-être pas une note excellente. Donc, si vous voulez récupérer le maximum de points, il faut vraiment s'attacher à rendre votre discours statistique compréhensible, parce que c'est une matière qui, pour le commun des mortels, est quand même rébarbative. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à dire? Oui, c'est là, vous allez être jugé, c'est votre capacité à prendre du recul et à analyser les résultats obtenus. Pour se préparer, moi, j'avais pris un livre de statistiques descriptives et de probabilité, mais alors, il était assez vieux. Là, je me suis un petit peu documentée pour vous donner des livres un peu plus récents. Il y en a un d'Yves Croissant qui peut faire l'affaire. Essayez de prendre un livre voilà, qui à la fois va parler des statistiques descriptives et ensuite des probabilités, parce que c'est ce qu'il y a déjà dans le programme. Dans le programme que vous trouverez dans le décret, il y a encore aussi la statistique inductive, voilà, la dépendance statistique, les droits d'estimation, tout ce qui est jugement des échantillons, les méthodes de sondage, voilà, c'est un peu tout ce qui peut tomber. Regardez toutes les épreuves qui figurent sur le site de l'EN3S. Vous avez en général 2 épreuves par année, voilà, qui vont vous donner des indications sur ce qui vous attend. Je pense avoir fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, j'y réponds. Et si vous en avez plus tard, on fournit les tables des lois. Oui, vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. De toute façon, vous n'avez rien le droit d'amener à part votre calculatrice, donc si vous ne les fournissez pas, il faut que vous les ayez appris par cœur. On peut apprendre les fractiles de la loi normale par cœur, les 0,1, 0,2, 0,5, 0,10%, ça va. Après, si vous avez des students et tout, ça va être un peu plus compliqué. Et puis sinon, je répondrai aux questions ultérieures que vous aurez, et surtout pour ceux qui vont écouter le replay. Donc, vous pouvez vous poser vos questions sur... tu l'as dit. L'adresse mail, et le LinkedIn, le Facebook de l'accompagnement au concours. Voilà. T'inquiète, je vais. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Et c'est mon tour. Moi, je vais vous présenter l'épreuve de sciences politiques. Si vous m'entendez pas ou que je parle trop vite, n'hésitez pas à le dire. Donc, pour l'épreuve de sciences politiques, c'est une épreuve qui est prise par pas beaucoup de monde. L'année dernière, il n'y avait que 5 candidats en externe et 3 en interne. Donc, généralement, c'est une épreuve vraiment qui est prise par des gens qui ont déjà fait de la science politique pas mal et c'est vraiment des thématiques pas très nouvelles et qui sont très à l'aise dessus. Alors, concernant le programme, il y a 4 grands axes. La construction du politique,
la participation politique, acteurs et organisations politiques, et enfin, l'action publique et ses recompositions. Donc voilà, un programme assez vaste, mais comme je disais, les profils habituels, c'est les gens qui ont déjà fait de la science politique, donc qui sont assez habitués à cela. Moi, personnellement, j'ai pas réutilisé de manuel ou autre, puisque je m'y connaissais déjà un peu en sciences politiques. Ce que j'ai fait, c'était reprendre les cours que j'avais eu auparavant durant ma scolarité et beaucoup me focus sur l'actualité, en particulier l'actualité étrangère. Donc vraiment, le monde et tout autre quotidien ou autre peut être intéressant. J'y m'étais aussi, enfin, j'avais continué à beaucoup lire aussi Politico Bruxelles pour avoir les informations sur tout ce qui se passe sur l'actualité européenne. Très bien, très synthétique, mais en anglais, donc pas accessible à tous. Mais après, pour cet exercice-là, je me suis renseignée pour vous sur des manuels qui pouvaient être utiles. Et celui qui est ressorti comme étant assez intéressant, c'est le nouveau manuel de sciences politiques d'Anthony Cohen. Il y a la troisième édition qui est sortie en 2024 ou en 2025, je crois. Et je l'ai bien regardé. Et il recouvre quand même tout de même pas mal de grandes thématiques, ce qui peut être intéressant. Toutefois, ne pas se limiter au programme, parce qu'on peut être surpris des sujets qui tombent. Moi, par exemple, je suis tombée sur le conflit israélo-palestinien. Je m'y attendais vraiment pas, ça peut déstabiliser. Ce que je conseille également, si on est sur un sujet qu'on maîtrise pas totalement, pas hésiter vraiment à raccrocher avec tout ce que vous savez et vraiment élargir le spectre. Moi, j'avais élargi au maximum. En plus, vu que c'est un sujet assez touchy, j'avais essayé d'être assez lisse dessus. Donc voilà, pas se laisser déstabiliser par rapport à ça. Pour revenir, comme l'avait dit Alexandrine, on a vraiment 20 minutes de préparation, ensuite 10 minutes de présentation et 20 minutes de questions-réponses. Là, les 10 minutes de présentation, elles sont vraiment très importantes, il faut bien les suivre et rester dans le timing des 10 minutes. Pas faire moins, pas faire plus, parce que si vous lisez le rapport du jury qui est sorti cette année, il parle vraiment du fait de ne pas respecter ces 8 minutes-là, enfin ces 10 minutes-là, de faire 8 minutes ou un peu moins ou même un peu plus des 10 minutes. Donc, bien rester dans les 10 minutes, pas hésiter à ramener une montre ou un petit chrono à côté pour pouvoir respecter le timing. Ça fait amplement partie de l'exercice. Euh, et également, enfin, voilà, les 10 minutes de présentation, bien travailler la partie introduction en sciences politiques, donc vraiment bien rester sur une accroche assez claire. Moi, comme j'ai un prisme un peu de mes études d'affaires européennes, donc j'ai fait une accroche liée à Ursula von der Leyen et ce qu'elle avait dit sur le conflit israélo-palestinien, donc bien rattaché à ce que vous connaissez. Et ensuite, vraiment être bien sur les définitions de certains termes, être bien sur les tensions des différents sujets, problématiques et annonce de plan. Bien faire l'annonce de plan pour qu'ils puissent bien suivre et raccrocher après dans votre développement. Donc ça, très important. Ensuite, ce que j'avais fait moi également pour me préparer à cette épreuve-là, c'est que la prépa par ses élèves propose des annales. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais vraiment été sur ces annales-là, regardé tous les sujets, et en fait, pendant mon été, j'avais préparé une fiche synthétique sur tous les sujets qui était tombé en sciences politiques. Il n'y en a pas tant que ça en sciences politiques, donc ça se fait. Moi, je l'avais fait pour tous mes. Enfin, j'avais pris aussi questions sociales en oral, donc je l'avais fait aussi pour ça et c'était bien plus long. Mais je l'avais fait en sciences politiques et ça m'avait bien aidé, même si je suis tombée sur un sujet. Bref. Voilà, ça m'avait bien aidé. Donc, c'est un petit conseil que je peux vous donner de bien travailler les annales. Et en plus, nous, on vous l'a enrichi des nouveaux sujets qu'on a pu avoir. Donc, vous pourrez voir le mien et celui également d'une de nos collègues. Donc, vraiment, profitez bien de cette ressource-là. Et pour rappel, il est donc sur notre LinkedIn et également sur notre page Facebook. Ça a été publié il y a 2 semaines à peu près. Également, bien faire enfin, comme je vous disais, 10 minutes de présentation et ensuite 20 minutes de questions-réponses. Pour les 20 minutes de questions-réponses, il vous parle vraiment de... On a le droit à une montre? Oui, si elle n'est pas connectée. Si elle n'est pas connectée, vous avez le droit à une montre. Donc voilà, pour la partie questions-réponses, faites très attention, on peut vous amener sur tout et n'importe quoi. Anaïs tout à l'heure disait qu'on lui ouvrait, moi on a eu 10 minutes où ils sont vraiment restés que sur le conflit israélo-palestinien de manière très très précise, et ensuite ils ont ouvert, en exemple de questions que j'ai pu avoir, soyez pas déstabilisés, parce que moi je l'ai été. J'ai une question qui était: quelle est la matérialisation politique de la notion d'utopie?
voilà, j'ai fait un peu pas le figure, mais en fait, on se rend compte que on a des compétences importantes quand on est face à la panique. Donc, en fait, vous aurez toujours quelque chose à dire. On m'a demandé de détailler ce qui se passait dans la guerre au Vietnam également et de présenter en particulier ce qui s'était passé sur le rôle de la jeunesse. On m'avait demandé de détailler le mouvement hippie et son impact. On m'avait parlé du Hamas, ce qui faisait sens sur mon sujet. Et voilà, moi, ce que j'avais essayé, c'était d'élargir le plus. Donc voilà, et au final, en fait, il n'y a qu'une seule question où j'étais très honnête, j'avais pas la réponse, donc je leur ai dit que j'avais pas la réponse. Mais voilà, ça se passait assez bien. Et le jury peut essayer de vous pousser parfois dans les retranchements. Donc il y a aussi cet enjeu un peu de posture, comme elle disait d'Alexandrine, de pas se laisser déstabiliser. Parce que voilà, il y a des questions, vous pouvez vous dire, ah, qu'est-ce que je fais là? Continuez bien votre oral parce qu'il y a certaines personnes qui, en fait, ont craqué un peu au milieu. Et ça, c'était assez compliqué. De toute façon, si vous abandonnez le milieu, effectivement, là, c'est plus compliqué pour avoir le concours. Donc, vraiment, tenez bien la fin de l'épreuve. Même si vous sortez en vous disant, ah, ça s'est pas très bien passé, au moins, vous avez fini et ça se passe toujours moins mal que prévu. Donc voilà. Et puis, vous avez les capacités, donc je m'inquiète pas. Là, j'ai fait un peu le tour. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et sinon, je passe à la personne après moi. C'est Lisa. Qui... Tu veux la remettre à côté, c'est plus simple. Yes. Tiens. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer sur l'économie. Comme pour la science politique, c'est une épreuve avec un niveau assez hétérogène selon les candidats. C'est souvent ce qui est souligné dans les rapports de jury. En tout cas, sans vous donner une liste exhaustive de ce qu'il faut couvrir, mais en regardant ce qui est déjà tombé et le programme niveau économie, il faut vous préparer à des sujets qui peuvent être à la fois des grands classiques, dette publique, déficit, finances publiques, marché du travail, chômage, inflation, déflation, monnaie, banque centrale. Et vous pouvez avoir aussi des grands sujets qui vont relier à la protection sociale, compétitivité, protection sociale et financement. Vous pouvez avoir des sujets qui vont plus être liés à des grands débats de politique économique, un sujet du type l'État versus le marché, la politique de l'offre, point d'interrogation, le protectionnisme, les politiques industrielles, quelle compétitivité, ce type de sujet. Et des sujets, je dirais, plutôt transversaux, plus contemporains, transition écologique et croissance, vieillissement, retraite, inégalité, innovation, économie de la connaissance, ce type de sujet. Ça, vous pouvez les retrouver de toute façon dans ce qu'on a mis à disposition, les différentes annales. Et en fait, c'est la grande typologie de sujets qui tombent en économie. Un petit conseil que je peux vous donner, moi j'avais fait une fiche avec les chiffres clés à connaître par cœur en économie, qui tenait à peu près sur une page, puisque ça peut vous servir pour tout sujet. Ça appuie votre argumentation, ça appuie votre raisonnement de connaître les chiffres. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri qu'à un moment de l'oral, en fait, il bascule sur un peu question-réponse par rapport à des chiffres et voir si vous maîtrisez les grands agrégats, les grandes données macroéconomiques notamment. Un conseil aussi qu'on m'avait donné au moment des oraux blancs, c'est de ne pas hésiter à revenir sur des explications simples. Parfois, on prépare, notamment si vous avez préparé avec des livres comme Les Grands Concours, avec le Barfetti par exemple, vous allez être plus sur la vision politique publique de l'économie. Mais il faut se rappeler que c'est un oral d'économie et on peut revenir sur des choses assez simples de la théorie économique pure. Et donc, parfois, il faut redescendre, en tout cas en termes de complexité, pour vraiment être sûr que vous maîtrisez les fondamentaux sur des calculs. Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement le mécanisme ratio dette PIB? Est-ce que vous pouvez décrire l'équation du PIB? Euh, c'est par exemple, qu'est-ce qu'une asymétrie d'information? Enfin, sur des choses vraiment où là, faut être précis parce qu'on peut vous coincer sur de la théorie économique pure, en tout cas. Euh, donc, en tout cas, sur les révisions, ne pas hésiter à revenir sur des choses vraiment basiques comme ça. Connaître ses auteurs, bien sûr, ça renforce votre propos aussi. Et avoir de la culture économique plus large. Par exemple, vous pouvez avoir des questions, moi j'en ai eu que ce soit dans les oraux blancs ou le jour J, sur est-ce que vous pouvez me citer des prix Nobel d'économie, si vous deviez donner le prix Nobel d'économie, à qui et pourquoi il est quand même important. Donc préparez-vous en fait en suivant l'actualité. Voilà, il y a des noms qui tournent, il faut les connaître. Euh, Comme mes camarades, je m'entraînais aussi avec les sujets qui étaient déjà tombés puisqu'il faut s'entraîner à raisonner
vite et à surtout tenir les 10 minutes. Et au niveau des questions, moi, j'étais tombée pardon, sur un sujet sur l'innovation. Au début, j'ai eu des questions vraiment pour vérifier qu'est-ce que l'innovation, quels sont les grands auteurs sur l'innovation. Et après, comme on a toujours le binôme un universitaire, un directeur, après, j'ai eu des questions très concrètes sur l'IA dans les organismes de sécurité sociale. Ça se matérialise comment? Et donc, ça m'a pris peut-être trois, quatre questions qui, là, du coup, étaient plus, je dirais, concrètes, en tout cas. Donc, on peut toujours faire le lien aussi avec des choses qu'on a vues en stage. Peut-être que le lien ne se fait pas forcément, mais ça peut. Et en tout cas, ça aide parce que c'est des questions sur lesquelles on s'appuie sur d'autres ressources. Euh, et sur les questions que j'avais eues, oui, c'est ça. Globalement, je crois que j'ai tout dit sur l'économie. Je sais pas s'il y a des questions. Pareil, je pourrais répondre. On continue? On va prendre ça pour Annie. Il me semble que c'est à moi, c'est ça? Oui, c'est à moi. Moi, je vais vous présenter la matière droit du travail. C'est une matière qui est prise autant par des internes que par des externes, en plus petite quantité que questions sanitaires et de protection sociale. Je partage le constat qui est fait vis-à-vis des collègues. Le niveau est très hétérogène, et que ce soit pour les internes, mais aussi pour les externes. Et comme pour les autres orotechniques, vous aurez la même structure en face de vous, un universitaire. Pour notre part, c'était une maître de conférence et une personne issue de l'institution, un agent de direction. C'est pour le droit du travail, c'est très souvent un ou une DRH. Donc, il faut vous attendre à avoir à la fois des questions beaucoup plus très universitaires, mais également des questions beaucoup plus pratiques. Et pas pratiques dans le sens de cas pratique de management, mais plutôt de droit du travail appliqué. Euh, dans ce cadre-là, avoir une expérience ou une formation en droit social ou en DRH, c'est un plus, faut pas se le cacher, mais c'est pas du tout une nécessité. Pour ma part, je suis de formation Sciences Po et j'ai eu 14 à l'oral, donc c'est tout à fait faisable. Pour ce faire, concernant les sources en droit du travail en tant que telles, je vais vous recommander, après ça c'est vraiment la source incontournable d'après moi. Je sais que c'est un pavé de plus de 1600 pages, mais il est très complet sur le sujet. Ça va être Droit du travail, droit au vivant de Jean-Emmanuel Ray. C'est un pavé, mais qui est très explicatif et qui met les choses en perspective avec l'actualité. La dernière édition est de 2025, d'autant plus. Donc, c'est assez récent et très au fait. Et ce que j'avais fait, que j'avais beaucoup apprécié pour pouvoir réviser la matière de manière beaucoup plus ludique, juste avant les oraux, à la fin de l'été, c'était de regarder la web-série du ministère du Travail sur justement la thématique de droit du travail. Ça va être des capsules vidéo d'environ une dizaine de minutes. Il y en a 24. Honnêtement, ça se regarde et ça s'écoute assez bien. C'est très pédagogique. Alors, après ça, je vais quand même me mettre en perspective sur le fait est, c'est très important que vous, et ce sera d'autant plus valorisé que vous ayez des connaissances à la fois sur le droit du travail en tant que tel, mais sur ce qui entoure, si je puis dire, le droit du travail, c'est-à-dire la protection sociale. Les réformes en termes de protection sociale ont un impact sur le travail et les réformes en droit du travail vont avoir à l'inverse un impact sur la protection sociale en tant que telle. Juste ça, par exemple, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Ou comme disait Lisa, aussi avoir les grands ordres de grandeur sur le taux de chômage, environ le nombre de personnes salariées en France, c'est un incontournable pour moi. À cause de ça, et c'est très important, ça je vais le dire, de ne pas avoir de trou dans la raquette. Je pense que c'est quelque chose que mes collègues ont déjà dit et qui sera encore répété. Mais il y a des sujets qui peuvent paraître éloignés du droit du travail en tant que tel. Pour ma part, j'ai eu le sujet, quels sont les droits et les obligations des chômeurs en recherche d'emploi. Sur la partie théorique, vous allez avoir des éléments, mais on va surtout vous attendre sur la partie de la mise en perspective et des implications en termes de protection sociale. Mais vous pouvez aussi tout autant tomber sur des sujets qui sont, j'ai envie de dire, classiques de cours, par exemple, les pouvoirs de l'employeur, égalité de traitement et non-discrimination. Des choses aussi en lien avec l'actualité, le droit à la déconnexion. Vraiment, c'est une matière où, comme toutes les autres, où, d'après moi, c'est très important de ne pas avoir tout dans la raquette et de pouvoir mettre les choses en perspective. Voilà. Et d'ailleurs, ce droit du travail en tant que tel, il ne se limite pas du tout aux relations de travail individuelles, c'est-à-dire aux contrats de travail à leurs différents types ou au droit du licenciement, mais il touche également aux relations de travail collectives, droit syndical y compris. C'est quelque chose à ne pas négliger. J'ai eu des questions à ce sujet. Mais aussi aux sources du droit du travail, aux sources internationales y compris, mais également à leur articulation entre elles. Donc, il faut que vous soyez très au clair sur ce point et notamment sur l'articulation entre les sources négociées
accord de branche, accord d'entreprise, et avec les sources légales et réglementaires aussi. Mais il faut aussi que vous soyez très au fait des différents acteurs du droit du travail, pas uniquement de l'employeur et du salarié, mais de tout ce qui va les entourer, le CSE et ses attributions, la médecine du travail, l'adresse, le rôle de l'inspecteur du travail aussi, mais aussi tout ce qui va être sur la médecine du travail, sont des éléments qui sont importants à avoir à l'esprit. Après ça, vous gardez en tête que, comme pour le droit public, il sera nécessaire de penser la dialectique juridique dans vos raisonnements pour ce qui est des questions un petit peu plus pratico-pratiques. C'est-à-dire, en 3 temps, le droit énonce que, dans les faits, la situation, donc résolution de la question. Et d'ailleurs, c'est pas grave du tout si vous n'êtes pas sûr d'avoir la réponse à une question. Au contraire, vous pouvez tout à fait préciser que vous n'êtes pas sûr, mais d'essayer de tenter de répondre en vous basant sur vos connaissances juridiques. Vous êtes aussi évalué à votre capacité à raisonner juridiquement sur une situation. Il faut avoir ça à l'esprit. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres points qui étaient importants? Oui, ayez aussi en tête les grands thèmes contemporains liés au droit du travail. Donc là, en ce moment, ça va surtout être l'impact de l'intelligence artificielle, mais aussi la qualité de vie et conditions de travail, et les risques psychosociaux, entre autres. Pardon. Je crois que j'ai fait le tour. Il me semble que c'est bon. Si on n'a pas de questions, on peut passer au droit public. Alors, du coup, le droit public. Sur les modalités de l'épreuve, c'est exactement la même chose. Une enveloppe quand vous arrivez dans la salle, vous piochez l'enveloppe que vous voulez et abracadabra, vous avez un sujet de droit public. 2 personnes également dans le jury, un universitaire et un professionnel du droit public, donc maître de conférence en l'occurrence, et pour le professionnel, c'était un magistrat administratif. Donc, niveau technicité, je pense que ça donne le ton. C'est une matière qui n'est pas complexe si on a fait des études de droit public, mais qui demande quand même d'avoir des connaissances extrêmement précises et larges, parce que le droit public, ça recoupe des matières qui sont très variées, et c'est en fait un terme générique pour un nombre assez important de sous-matières que je vous détaillerai après. Si vous lisez en fait les commentaires du jury sur les 3 derniers rapports du jury, donc je vous les ai synthétisés, donc ce sera plus simple. Vous avez des questions qui reviennent sur la forme et sur le fond. Sur la forme, c'est bien un plan avec au moins 2 parties et 2 grandes idées dans chacune de ces parties qui est attendue. Donc pour ceux qui ont pareil fait une fac de droit, c'est un format qui est assez classique de dissertation juridique en fait, avec bien sûr tous les attendus qui s'y raccrochent pour l'introduction, donc définition des termes, mise en tension, problématique, annonce de plan. Comme ça a pu être dit par les camarades, vous avez 10 minutes de présentation. 10 minutes, ça peut être long selon le sujet que vous tirez. Moi, j'avais un sujet de contentieux administratif. Je peux vous assurer que 10 minutes, c'est très, 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 très long. Donc, vraiment insister sur vos transitions, sur l'annonce de vos parties, d'expliquer même des termes qui, vous, en tant que juriste, si vous êtes juriste, vous semblent extrêmement simples, mais qui permettent de gagner un peu de temps et de montrer au jury que vous n'avez pas juste appris le terme par cœur dans un livre. Donc, c'est quand même toujours valorisant et valorisable. Donc, ça, c'est sur le plan, sur la forme. Faites attention à ne pas lire vos notes. Avec le stress, on peut être tenté de lire ses notes en se disant que c'est mieux, mais en fait, le jury attend vraiment, au-delà du contenu, que vous ayez une attitude et une posture devant lui. Donc, main sur la table, on regarde le jury, on montre qu'on est concerné quand le jury s'adresse à nous pour la partie question. Et voilà, main sur la table vraiment pour pas montrer qu'on est stressé et qu'on est un peu perdu si on a été déstabilisé par le sujet. Respecter le timing, que ce soit ne pas faire trop parce que le jury va vous arrêter et puis c'est toujours déstabilisant de se faire arrêter en cours de route parce qu'on a l'impression que du coup on a raté son épreuve et on a un peu plus de mal à se relancer sur la suite. Et également si vous faites moins, vous laissez plus de temps aux questions et elles peuvent être de nature assez variée ces questions, donc ça peut être bien d'essayer de coller au maximum au temps
Donc, si vous faites 9 minutes et 30 secondes, voilà, vous y êtes autant. Mais voilà, essayez de ne pas faire 5-6 minutes parce que le jury se dit que si vous a proposé le sujet, c'est qu'il y avait des choses à en dire. Donc, essayez par exemple de faire des passerelles avec d'autres sujets, d'élargir votre sujet pour justement ne pas rester enfermé dans une thématique. Surtout que le droit public s'y prête. Vous avez plein de ponts que vous pouvez faire avec différents sujets d'actualité, notamment, c'est souvent le cas. Sur le fond, ce qui est reproché souvent aux candidats par le jury, c'est justement de ne pas faire assez des liens avec l'actualité en droit public, qui est assez riche, parce que vous avez le Conseil d'État qui vient enrichir régulièrement sa jurisprudence, vous avez beaucoup d'articles de doctrine également qui sortent, puis vous avez les lois qui modifient parfois l'état du droit public. Donc c'est bien quand même de l'avoir en tête, surtout si vous avez, comme on l'a eu l'an dernier, une magistrate administrative qui est très au fait de l'actualité, le maître de conférence aussi, mais sur la technique juridique, le magistrat est vraiment très au clair. Donc, vous faites pas avoir bêtement avec quelque chose qui est sorti, qui est important, hein. C'est pas la petite jurisprudence qui va être mise en avant pendant votre oral, mais une grosse actualité sur le droit public, sur comment est-ce que l'office du juge administratif est réformé par tel ou tel arrêt ou telle évolution. C'est bien quand même de l'avoir en tête. Et plus étonnant, mais c'est demandé par le jury, d'arriver à faire des ponts avec la sécurité sociale. Tous les sujets ne s'y prêtent pas, mais certains, oui. J'ai par exemple en tête un sujet sur les établissements publics. Par exemple, mentionner que les caisses nationales sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, avec toutes les conséquences juridiques que ça a derrière. C'est bien, vous avez fait un point avec la sécurité sociale, même s'il vous paraît minime, mais qui montre au jury que vous comprenez dans quel écosystème vous allez vous intégrer après en rentrant à la sécurité sociale et comment il fonctionne, comment il interagit avec le droit. Pour suivre l'actualité, il y a plusieurs solutions. Vous avez le podcast Le droit public dans la cité du Conseil d'État qui est intéressant. Vous avez notamment des sujets sur le droit de l'environnement qui, par exemple, fait partie des sujets des matières de droit public qui sont pas formellement identifiées comme du droit public, mais qui peuvent être intégrées au droit public et qu'il est intéressant d'avoir en tête, au moins certains éléments. Vous avez des sujets comme la médiation qui se développe en droit administratif, donc c'est bien également de l'avoir. Ah oui, Nicolas, on a déjà évoqué l'épreuve de sciences politiques. Mais il y aura le replay si jamais à la fin on pourra mettre en ligne. Et puis, vous pouvez nous contacter et revenir vers nous. C'est moi qui l'avais fait. Je serais ravie de rééchanger avec vous dessus, hein. Voilà. Donc du coup, sur le programme, au-delà de l'actualité, le programme, faites vraiment attention, lisez bien l'arrêté. Parmi les domaines qu'il faut absolument intégrer à vos révisions, vous avez bien sûr le droit administratif avec toutes les grandes thématiques, service public, police administrative, comment marchent les juridictions administratives. Vous avez le droit constitutionnel qui est intégré avec bien sûr le contentieux constitutionnel, le contentieux administratif, le droit public de l'économie, dans lequel j'englobe la commande publique, les contrats publics. Vous avez aussi des sujets comme le droit international public qui peuvent intervenir dans les oraux, le droit européen avec surtout une connaissance précise des institutions européennes, donc Parlement, Commission, Conseil européen, Conseil de l'Europe. Euh, et des choses comme les droits et les libertés fondamentales, le droit de l'environnement un peu plus à la marge, le droit de l'urbanisme également un peu plus à la marge. Mais par exemple, si vous parlez, si vous avez un sujet sur les emprises irrégulières, bon, c'est quand même bien, c'est pas formellement du droit administratif, mais c'est quand même bien de connaître ces grandes notions du droit public, puisque en fait, une fois que vous avez fait vos 10 minutes de présentation, vous avez des questions qui vont porter bien sûr sur le sujet que vous avez eu, et encore pas que. C'est-à-dire si le jury estime qu'il n'y a pas de questions à poser, vous avez été très clair. Peut-être qu'il n'y aura pas de questions. Mais vous pouvez également avoir du coup des questions qui vont être beaucoup plus larges, avec des questions comme comment est-ce que on peut savoir si un contrat est administratif ou pas, comment est-ce que l'on sait si on est sur un service public administratif ou un service public un SPIC. Ils peuvent également vous poser des questions sur certaines jurisprudences très connues du droit public. Je pense notamment à l'arrêt Blanco, Bac des Loca, l'arrêt IVG du Conseil Constitue. Donc c'est bien de vous faire une fiche quand même sur ces grands arrêts qui sont incontournables, qu'on a tous appris en première année de droit administratif à la fac et qui peuvent vous rapporter des points assez simplement.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la matière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas précisé le manuel parce que moi, j'avais principalement utilisé les cours que j'avais déjà de mon cursus. Mais il y a énormément de manuels qui existent et qui sont très complets. Je pourrais renvoyer les références à ceux qui auraient besoin plus tard. Voilà. Bon, passe à santé publique. Allez, on passe au mec. Merci. Alors, pour poursuivre avec l'épreuve de santé publique, généralement, c'est une épreuve qui est plutôt bien réussie par les élèves. Ça, vous pouvez le voir dans les rapports du jury des dernières années, mais elle a souvent une moyenne autour de 12. Donc, voilà, vous pouvez un peu souffler pour ceux qui révisent la matière actuellement. Au niveau des modalités, bon, je vais répéter ce qu'ont dit mes collègues, c'est toujours la même chose. Donc 20 minutes de préparation une fois que vous avez tiré au sort votre sujet, 10 minutes de présentation orale et 20 minutes de questions-réponses avec le jury. Donc vous allez voir 20 minutes de préparation, c'est vraiment très court pour préparer en fait une sorte de mini-dissertation que vous allez présenter à l'oral. Donc c'est important de bien connaître le sujet en amont. Et donc, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est dès vos révisions, de préparer des plans détaillés, en fait, de réviser directement, donc voilà, en faisant donc des plans avec une mini-introduction, une problématique, deux parties, deux sous-parties et des petits bullet points dans chaque partie. Et ça sur tous les sujets qui sont tombés les années précédentes. Donc, pensez bien à consulter les annales des sujets qui sont tombés. Moi, c'est vrai que c'est ce que j'avais fait et je trouve ça bien parce que si vous tirez au sort un sujet que vous avez révisé directement sous la forme d'un plan détaillé, ça vous fait ça de moins à faire en fait. Vous n'avez plus vraiment à réfléchir au plan détaillé, vous pouvez en fait recracher ce que vous savez déjà. Pour la structure, c'est la même que pour questions sanitaires et sociales. Donc, il y a une introduction, alors avec une accroche si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Il faut une définition des termes du sujet, une problématisation et une annonce de plan. Et le plan attendu, c'est deux parties, deux sous-parties, une conclusion avec ouverture, là encore si possible. Pour les questions-réponses avec le jury, alors parfois, ils se limitent uniquement à des questions sur le sujet, mais généralement, ils vont ouvrir à l'ensemble de la matière. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas faire d'impasse et d'être prêt à répondre à tout type de questions en lien avec les santé publiques. Moi, par exemple, j'étais passé sur prévention et populations vulnérables et j'avais eu des questions en lien avec l'AME. Donc, euh, donc voilà. Au niveau des révisions, alors mon conseil, comme j'ai dit, c'est faire des fiches sur les sujets qui sont tombés les années précédentes, mais aussi sur les sujets qui pourraient potentiellement tomber cette année. Donc pour ça, c'est essentiel de bien suivre l'actualité sanitaire, donc avec les rapports de la Haute Autorité de Santé, du Haut Conseil de la Santé publique, suivre les actualités de la branche maladie, les conventions d'objectifs et de gestion de la branche maladie. Autre chose, donc c'est très important d'avoir un manuel sur lequel vous basez pour faire vos fiches de révision. Vous pouvez utiliser l'IA pour préparer les fiches et pour gagner du temps, mais ça va pas suffire. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment de faire vos révisions autour d'un manuel. Moi, le manuel que j'avais utilisé, c'était l'épreuve de santé publique de Jacques Raymondeau, qui est très complet et qui est vraiment adapté aux oraux techniques pour le coup. Évidemment, pas besoin de lire le manuel en entier et de le ficher en entier, mais juste ressortir ce qui vous sera utile pour vos révisions. Au niveau du programme, si vous regardez les sujets des années précédentes, vous verrez que la moitié des sujets, à peu près, sont en lien avec l'assurance maladie ou les politiques de santé, et l'autre moitié, ça va être des sujets plus techniques, voilà, par exemple des sujets sur l'épidémiologie ou le diabète, ou encore des sujets liés aux acteurs dans le paysage institutionnel de la santé. Il y en a vraiment beaucoup pour le coup. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une épreuve de santé publique. Donc, il faut toujours aborder les sujets que vous avez sous le prisme des politiques de santé publique. Autre chose aussi sur lequel je voudrais insister, parce que c'est une question qui revient chaque année, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances scientifiques sur les sujets, même sur les sujets techniques, en fait, parce que le jury, il sait que vous n'êtes pas des étudiants en médecine,
Donc, si vous avez un sujet, par exemple, sur les hépatites, vous devez être en mesure de le définir forcément simplement en introduction, mais c'est pas non plus la peine de rentrer dans des détails médicaux hyper poussés. Sur les sujets qui tombent fréquemment, alors c'est très vaste, je pense que vous l'avez vu, mais on trouve la prévention, les inégalités sociales de santé, le dépistage des cancers, l'obésité, l'éducation à la santé, la vaccination, le tabagisme, l'alcoolisme, toutes les agences sanitaires. J'insiste à nouveau parce que c'est vraiment important de bien maîtriser le paysage institutionnel. Il y a énormément d'acteurs des politiques publiques de santé et c'est important de savoir qui fait quoi, en fait. Parce qu'on a le Haut Conseil de la santé publique, la Haute Autorité de santé, Santé publique France, les agences régionales de santé, l'Institut national du cancer, l'Agence nationale de sûreté du médicament et des produits de santé, enfin voilà. Et également, il y a de plus en plus de sujets forcément qui sont en lien avec l'usage de l'IA dans la santé et également la transformation de l'assurance maladie. Au niveau des données chiffrées que vous avez à connaître, là encore, il y en a beaucoup, mais pour moi, il y en a qui me semblent vraiment incontournables. Il y a le poids des dépenses de santé dans le PIB, le déficit de l'assurance maladie, le taux de mortalité infantile, l'espérance de vie à la naissance en France pour les femmes et pour les hommes, le taux d'obésité, le pourcentage de renoncement aux soins, la prévalence du VIH, des hépatites, le nombre de décès liés au tabagisme et à l'alcoolisme chaque année, le reste à charge par an et par patient, les dépenses de médicaments, les dépenses consacrées à la prévention, le poids des ALD dans les dépenses de santé, le nombre de personnes en ALD et le nombre de décès liés au cancer. Donc voilà, la présentation, sinon, elle suivra toujours la même forme. Vous aurez une première sous-partie après votre introduction où vous faites un état des lieux de la situation actuelle, généralement avec des données chiffrées. Dans une deuxième sous-partie, vous parlez des acteurs qui agissent dans ce domaine et ou des politiques de santé publique qui sont mises en place. En troisième sous-partie, vous évoquez les limites ou les problèmes des dispositifs existants. Et la dernière sous-partie, c'est une partie qui est plus faite pour faire des recommandations, si possible, réalistes et opérationnelles. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je passe la parole à Simon. Sur les sujets, j'ajouterais aussi tout ce qui est en lien avec la gestion des risques, enfin, ce qui est plutôt gestion de crise, les protocoles de gestion de crise, tout ce qui est en Ouais, lien avec quelles agences gèrent quelle crise, enfin, mais qui était bien détaillé pour le coup dans le livre de Raimondo, mais parce que c'est quand même technique comme sujet ouais, et que totalement, ouais. si on retombe là-dessus, bon, c'est vite bancal. J'enchaîne donc s'il n'y a pas de questions sur les questions sanitaires et protection sociale, l'épreuve que vous aimez tous. Euh, Normalement, tellement de gens la prennent, celle-là. Je ne reviens pas sur les modalités techniques, hein, c'est exactement les mêmes que pour les autres épreuves, à savoir les 20 minutes de préparation, les 10 minutes de présentation, puis les 20 minutes de questions qui sont, moi j'appelle ça plutôt 20 minutes d'échange en réalité, parce qu'il ne faut pas le prendre comme un interrogatoire, mais plutôt comme une manière de pouvoir échanger avec le jury sur les différentes thématiques. Le jury étant certes en train de vous questionner hein, pour pouvoir savoir concrètement ce que vous connaissez, mais voulant aussi voir à quel point vous êtes à l'aise, à quel point vous êtes capable de rebondir et finalement pas vous laisser dépasser par une question qui parfois se voudrait un petit peu piégeuse pour essayer de voir justement quelle est votre attitude. Euh, Sur la forme, du coup, bah, bien respecté, je vais le répéter finalement, ça sera utile. Donc, une intro claire, la définition des termes du sujet, problématisation, annonce de plan. Ensuite, vous partez sur deux parties, deux sous-parties. Dans le rapport du jury, ils précisent bien qu'ils aiment quand c'est clairement exposé. Donc, n'hésitez pas à, alors pas de là en faire un peu des caisses, mais vaut mieux que ça soit plus clair que pas assez. Donc vraiment. Bien annoncer son plan, bien annoncer ses parties. Après, si vous savez le faire subtilement, c'est encore mieux, mais c'est un niveau de détail. Sur les thématiques qui sont importantes à mon avis. Alors déjà, question sanitaire et de protection sociale, c'est super large. Anaïs le disait tout à l'heure, c'est un peu le puits sans fond avec la santé publique. Euh,
parmi les thématiques, donc vous les retrouvez toutes sur le lien de l'arrêté, mais vous limitez pas du tout à la protection sociale au sens sécurité sociale, allez vraiment chercher sur la protection sociale au sens large. En pensant à bien inclure tout ce qui est relatif aux politiques du département et à ces sujets, enfance, personnes handicapées, personnes âgées, pensez aussi à aller sur les sujets de l'emploi, de la précarité et les liens que ça a avec la protection sociale, parce qu'ils sont assez friands du fait qu'on puisse justement faire des liens. Euh, Parce que moi, j'ai un sujet de santé publique, en fait. et bah justement sur les sujets de oh, bonjour, il y a une QSP, il y a Conclusion. Également dans le plan. bah si vous pouvez faire une accroche, c'est bien. Si vous pouvez faire une petite conclusion pour rappeler les grandes lignes de ce qui vous a semblé important sur le sujet ou une perspective qui vous semble majeure. Après, en fait, l'idée, c'est que vous savez qu'après votre présentation, vous avez de toute façon 20 minutes d'échange avec le jury. Ça peut toujours être le bon moment de lui rappeler un, un fait sur lequel vous êtes plutôt à l'aise, parce qu'il y a de fortes chances finalement qu'il aille vous questionner sur la dernière chose qu'il a entendue. Donc, vous mettez pas en difficulté, et surtout, si vous faites une petite conclusion, ça peut être justement l'opportunité de rebondir sur un fait important, mais que vous maîtrisez, quoi, je pense. Vous me dites si jamais je... Euh, donc, mais je vous en prie. Donc, je disais, donc les politiques de l'emploi, ouais, ça vraiment pas à négliger. Tout ce qui est emploi, précarité, politique d'activation, RSA, politique du chômage, c'est vraiment important et c'est souvent un angle mort. Il y avait une année où le sujet était France Travail. Bah, c'est pas fun. Euh, le sujet sur Lucans aussi. Et c'est vrai qu'en fait, sur la protection sociale, du coup, en tant que telle, au sens un peu sécurité sociale où on l'entend, je veux dire, les sujets qui tombent habituellement aux écrits sont un peu moins susceptibles de tomber aux oraux et ceux qui, par contre, ne tombent pas à l'écrit, à savoir tout ce qui est relatif aux ATMP. Ça, c'est quelque chose qui tombe beaucoup. Les sujets relatifs aux médicaments aussi. Par exemple, avec tout ce qui va être les taux de remboursement des médicaments, le poids du médicament dans la protection sociale, très en lien du coup avec la santé publique. Les sujets de prévention tombent beaucoup, les sujets de gestion du risque avec tout ce qui est lutte contre la fraude et l'autre versant du coup non-recours à les verts. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment beaucoup surveiller. Et du coup, tu disais, Davina, un sujet. Plutôt santé publique. Et les questions santé publique, ouais, plus l'assurance maladie. Et j'étais assez Question au surprise. sort. Après, on a 20 minutes de préparation, 10 minutes de passage et 20 minutes de questions. Ok. Alors, il y a votre micro qui est allumé. Le CD, le conseil départemental, parfait. Mais oui, du coup, les questions relatives à l'assurance maladie, et c'est vrai, des questions qui en plus vont plus sur le fonctionnement du système de santé Parce que moi, en tant que tel. en vrai, il était très santé publique, j'ai une question sur vraiment financement d'hôpital, combien de lits il y a en hôpital, hospitalisation, vraiment, j'ai un oral de santé publique alors que j'étais en PSF. Bah, à la fois QSS, c'est questions sanitaires et de protection sociale. Et en fait, souvent, on a tendance à se dire c'est l'oral de Sécu. Non, c'est vraiment un oral qui peut tomber sur toutes les questions sanitaires, et beaucoup, et sur les questions de protection sociale. Donc vraiment, faites pas l'impasse sur les sujets, quitte à la rigueur, à ce que si vous avez un... Là, vous êtes bien, vous êtes dans les temps, en commençant maintenant à préparer, en activant votre veille aussi informationnelle sur les sujets. Voilà, vous avez le temps de prendre le temps, si je peux me permettre. Et par contre, si vous voyez que vous commencez à être ric-rac niveau préparation, je pense qu'il vaut mieux privilégier un brassage très complet des sujets pour vraiment essayer de survoler tout, plutôt que d'aller dans le détail sur certains trucs en se disant, avec un peu de chance, je vais tirer le bon sujet au sort, parce que les sujets restent quand même assez, enfin, à la fois précis mais transversaux. Vous avez toujours moyen de rattacher avec quelque chose d'autre et c'est assez valorisé. Alors que si vraiment enfin, vous maîtrisez très bien certains sujets, mais qu'en fait vous n'êtes pas capable de faire des ponts avec les autres sujets, ça vous sera davantage reproché. Euh, pour peut-être les sources, moi je sais que j'avais beaucoup révisé les écrits avec le livre de Gilles Luto. Après, sur les oraux, je trouve qu'il s'y prête un peu moins.
En revanche, le livre de Gilles Nézauzy sur la protection sociale, le petit livre jaune et gris là, celui-là, il s'y prête vraiment bien. Et puis, la manière dont les questions sont reprises dans le livre, bah, c'est vraiment ce qu'on attend de vous en fait pendant l'oral technique. J'avais noté un autre truc, la veille sur CQ Hebdo, hein. Ouais. Ça peut être utile aussi. Et sinon, le rapport chargé-produit de l'assurance maladie, qui en plus est voté normalement demain au conseil de la CNAM, ça vraiment c'est votre mine d'or pour l'été, votre livre de chevet. Voilà. Euh, et éventuellement, c'est peut-être plus pour le grand oral, mais ça peut vous être utile aussi, je trouve, pour la QSPS, mais les grands enjeux des COG qui peuvent vous orienter sur certains sujets. Parce que typiquement SPPE c'était dans la coge, ça c'est quelque chose qui peut tomber, le SPDA dans la coge de la CNSA, et puis quelques publics un peu cibles comme ça que vous pouvez qui peuvent vous aiguiller sur des sujets intéressants dans la coge. Pas forcément aller la lire dans le détail, mais en tout cas, enfin, si vous avez le temps, allez-y, hein. Mais, voir les grands enjeux parce que ça peut vraiment vous donner des billes pour les sujets. Sur les sujets, du coup, il y a donc via le compte, j'en fais pas tout le truc, LinkedIn, Facebook et tout, mais donc sur le document Excel, il y a le récap de tous les sujets qui sont passés au fur et à mesure des années. Ça fait du coup beaucoup de sujets. Pareil, si vous avez le temps, n'hésitez pas à vous amuser à tous les préparer. Si vous voulez un peu optimiser, ce qui peut être bien, c'est de les regrouper par thématique. Et en plus, comme c'est attendu, c'est aussi de faire des liens entre les sujets. Ça peut être pratique d'avoir un pool d'informations sur des grandes thématiques, enfin grandes thématiques, par thématique, plus que grandes thématiques, parce qu'il faut quand même être un peu précis. Mais du coup, ça peut vous aider. Ça. Et, euh, et peut-être, oui, revenir quand même sur ce qui est attendu. Je m'inscris un peu dans ce que dit Naël avec l'idée que enfin, c'est de brasser sur la thématique qu'on vous donne, enfin sur le sujet qu'on vous donne, les enjeux, les limites, les perspectives, et finalement d'être capable de, de cerner en fait l'ensemble du sujet et de son intérêt, plus que d'aller vraiment sur des détails très techniques avec beaucoup de chiffres, beaucoup de... Il faut connaître les grands chiffres, ce que Naël a donné me semblait bon. Euh, mais on n'attendra pas de vous du détail très technique de chiffres. On attend plus de vous une maîtrise de tous les sujets. Et en fait, l'idée, c'est être capable de discuter en autonomie sur 10 minutes d'un sujet en essayant de ne rien oublier, euh, ne pas dire de bêtises. Enfin, ça paraît bête, mais vraiment, si vous ne savez pas ou si vous pensez avoir une réponse à une question qu'on vous pose, vous avez le droit de dire, je suis pas certain de ma réponse, mais il me semble que. Voilà. Après, si vraiment vous doutez beaucoup, peut-être, voilà, juste vous savez pas, vous avez le droit de le dire. Vous pouvez pas tout connaître. Après, il faut pas que ça soit ça à chaque réponse non plus, parce que on attend quand même de vous des réponses. Mais voilà. Enfin, moi, j'ai envie de dire, ne vous mettez pas une pression de dingue parce que les attendus sont atteignables en réalité. Euh, Brassez large, faites pas l'impasse sur les sujets. Et fonctionner un peu en entonnoir avec j'essaie de brasser tous les sujets et au fur et à mesure que je maîtrise bien chaque sujet, j'affine de plus en plus dans ma connaissance des sujets. Je lis la question, y a-t-il une différence entre externe et interne pour les oraux techniques comme pour le grand taux? De mémoire, non. Non. Vraiment. Et alors, que ce soit sur les sujets, vous pouvez tomber sur n'importe quel sujet, ça sera potentiellement les mêmes en interne, externe. Enfin, c'est la même enveloppe, quoi. Comment vous avez organisé vos révisions le long de l'été jusqu'aux oraux, à partir de quand commencer? Bah là, je pense qu'on peut tous plus ou moins donner une réponse. On a tous dû avoir un fonctionnement différent. Nous, je sais qu'on a fonctionné par groupe. On était 5 à préparer les oraux. Enfin, on savait pas trop si on avait les écrits encore, qu'on préparait déjà les oraux, naturellement. On a commencé à peu près dans cette période-là, voire à la mi-juillet. Euh, on a du coup fait en vrai ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire faire une veille, refaire les sujets. Et comment j'ai organisé? Moi, je sais que je préférais commencer plus tôt dans l'été pour avoir des journées moins chargées, pour tenir dans la longueur. Donc, je travaillais une demi-journée par jour.
je ne travaillais pas le week-end. Et j'ai arrêté de travailler une semaine avant les résultats des écrits pour pouvoir... Parce qu'en fait, j'arrivais plus à travailler parce que je n'avais que les écrits en tête. Enfin, les résultats qui allaient tomber. Et donc, ça servait plus à rien. Donc, j'ai lâché un peu. Ça m'a fait me reposer. Et du coup, quand j'ai eu les résultats des écrits, donc gros coup de boost. Et là, par contre, je travaillais journée pleine jusqu'aux oraux. Parce que ça fait en vrai 3 semaines. Oui, 2 ou 3 semaines. Et sur de l'intensif, c'est bien. Voilà. Je sais pas les autres comment vous avez fait. Je travaille différemment. Mais pour la simple et bonne raison, enfin, j'ai essayé de commencer à travailler l'été, mais en fait, sans les résultats, j'avais du mal à me concentrer et j'avais l'impression un peu de perdre mon été. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai travaillé le grand taux pendant l'été où j'ai fait mon script, je l'ai retravaillé, je fais pas mal de choses vu que c'était le plus gros coef. J'ai commencé à organiser un peu mes révisions pour le QSPS parce que c'était le plus gros. Et après, quand j'avais pris Sciences Politiques dans l'autre enfin, dans l'autre aura technique et que je faisais la politique depuis 5 ans, je me suis dit, bon, ça va, en 2 semaines, je peux m'en sortir sur l'actualité. Donc voilà, j'ai eu un été du coup plus chill. Mais comme je suis passée, moi, la première semaine, je suis passée lundi et mardi, j'ai eu mes 3 épreuves. Donc j'ai eu 2 semaines, en fait, après les analyses. Jour et nuit. Voilà. Et puis, peut-être un autre petit conseil dans les activités qu'on peut faire pendant l'été quand c'est difficile de travailler, c'est d'organiser sa préparation. Donc, dès maintenant, c'est le mieux pour savoir comment vous voulez répartir votre effort dans la durée, bien visualiser le programme pour être sûr que vous allez tout couvrir selon l'intensité que vous voulez mettre cet été et aussi connaître un peu votre plan de bataille au moment des résultats, savoir comment réagir, qui contacter si vous voulez passer des oraux blancs et que vous avez déjà du réseau. Et en fait, que au moment de la découverte des résultats, et je vous le souhaite s'ils sont positifs, que vous ayez un peu voilà, un schéma, que vous sachiez qu'est-ce qu'il faut faire et quand, puisqu'avec l'adrénaline, le stress des résultats, c'est bien en tout cas d'anticiper cette partie-là. Je suis d'accord avec Lisa dans le sens où si vous avez une matière que vous savez que vous avez beaucoup de révisions à faire, pour moi par exemple ça a été le cas pour droit du travail, je vous conseille de vous organiser en vous donnant des objectifs très atteignables. Par exemple en vous fixant un objectif, bon bah aujourd'hui je vais ficher telle partie de tel chapitre du bouquin par exemple. Mais honnêtement vous pouvez prendre des vacances et on vous invite aussi à prendre des vacances, c'est très important. J'assume totalement. Il y a 3 semaines il y a 3 semaines de fin juillet à mi-août où je n'ai vraiment pas ouvert un bouquin et ça m'a fait un bien fou. Honnêtement, faut pas culpabiliser vis-à-vis de ça. 3 semaines en moins. Oui, voilà, exactement. On a à faire un grand rush à la fin Oui. et enfin, de la volonté qu'on a aussi d'étaler l'effort, quoi. C'est ça. Faut se connaître, quoi. C'est ça. Qui nous représente. Je dis ça pour ma part, j'avais déjà bien révisé santé publique vu que je l'avais passé aux écrits de l'EHESP, mais c'est à vous de voir aussi la charge de travail que vous voulez vous donner à vous. Et puis en fonction des épreuves que vous avez prises, je reviens sur mon cas, moi j'avais pris sciences politiques et puis QSPS, je l'avais beaucoup bossé pour l'écrit, donc il n'y a rien que je découvrais, donc je me suis permise de mettre un peu moins d'efforts intensifs que je l'ai fait plus tard une fois que j'ai eu l'admissibilité, puisque j'avais du mal à me concentrer sur quelque chose que je connaissais déjà plus ou moins, en me disant oui mais imagine, enfin faut pas penser comme ça, hein. Mais imagine je suis pas admissible, là je perds mon été pour rien, ça se trouve j'ai un an, je vais faire quoi de ma vie? Parce qu'il y a un petit côté existentiel aussi. Et en même temps, la situation inverse et le risque qui peut se présenter, c'est d'être dans une période de stress intense. Donc, si ça n'a pas été anticipé et qu'au moment de l'admissibilité, c'est une découverte totale, si vous êtes de nature aussi à stresser sur ça, voilà, il faut se connaître pour pouvoir anticiper. Exactement. J'ai parlé à d'autres candidats des années précédentes qui, effectivement, la première fois qu'ils ont passé le concours, ils ont eu du mal dans les oraux parce ils ont rien fait pendant les vacances et du coup, ils n'avaient pas assez de temps, 2 semaines pour tout découvrir et c'est là qu'ils se sont tapés du coup des sales notes. Donc, Oui, parce que, enfin, quelque chose qui est important aussi, mais c'est que typiquement, pour pas que vous effrayer, l'année dernière, les notes vont de 3 à 20, par exemple, sur QSPS. Oui. Donc, en fait, et souvent, quand même, le fait de préparer pendant l'été, alors après, pas besoin de préparer dès le début de l'été, hein, mais il faut quand même avoir bossé avant les résultats, en fait. Oui, Enfin, Oui. et l'écart peut vraiment être énorme entre quelqu'un qui a bien bossé pendant l'été
Enfin, en fait, il y a un bon retour sur investissement. Mm. Globalement, ça vaut le coup de passer du temps pendant son été sur la préparation des oraux parce que ça peut vous garantir vraiment des très bonnes notes sur les oraux, Qui peuvent sur les compenser oraux les techniques écrits qui notamment, peuvent être un et peu qui peuvent moins. vraiment renverser la tendance par rapport aux écrits. Mm. Même si on sait que vous avez vraiment été exceptionnel aux écrits. On n'en doute pas. Tu veux que t'as fini? Bah, sauf si, enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est des oraux avec vous en septembre. Tu veux l'ordre police peut-être? Sur les oraux, alors les oraux blancs, ça se faisait déjà l'an dernier. On va pérenniser ça. Donc, on est en train de les mettre en place et on vous fera un post sur LinkedIn et sur Facebook pour vous informer des modalités, sur quelle période on les fait passer. Donc, on est en train d'organiser ça. Et on est en train d'essayer de voir pour faire passer des oraux techniques. Donc, on a sondé la promo et on a normalement suffisamment d'élèves volontaires pour faire des binômes en jury. Et donc, on est pareil en train d'organiser ça et on reviendra assez rapidement vers vous avec des posts sur nos 2 pages pour vous expliquer comment ça se passera, où s'inscrire, quand s'inscrire, etc. pour qu'on puisse recenser les gens qui veulent les passer en précisant que on a réussi normalement à prévoir des oraux en stats et en gestion compta, donc on vous a pas oublié, même si on sait que c'est une matière qui est moins prise. Mais voilà. Et pour la composition du jury, je l'ai devant les yeux. Donc, quelle est la composition du jury pour les épreuves de QSPS? Donc, il y a 2 jurys. Un premier où il y aura Ilias Ferkan, professeur des universités à l'université du littoral Côte d'Opale. Très gentil, visiblement. Et par contre, une très grande spécialiste du médicament. Ah oui, je l'avais eu, ouais. Très grand spécialiste du médicament, oui. Et Madame Houssière-Audrey, directrice de la production à la CEPAM de Haute-Savoie, très gentille aussi. Elle était là, je crois qu'elles étaient 2 aujourd'hui, non? Ah, mais il y avait Lucie Zuzi. Ah bah non, je mens. Qui est dans le jury cette année et qui était avec Ilias Farkal. Et les 3 autres, moi, je les connais pas. Pierre, Le Baillon et. Peut-être que je mens alors. Je sais plus qui j'avais visiblement. Mais j'avais un monsieur très compétent sur les médicaments, donc j'ai cru que c'était le même que le Il tien. y a peut-être un monsieur avec un peu plus tard, je dirais ça. Et c'était un peu noir. Absolument aucune idée. Et t'avais dit le monsieur pas? Non. Donc J'avais une madame très gentille et un monsieur très gentil, très fort sur les médicaments aussi. Pardon. Ensuite, deuxième jury de QSPS, c'est monsieur Denis Le Baillon, inspecteur général des affaires sociales, et monsieur Bruno Ramdier Kessavdier, médecin de santé publique et enseignant à l'université Paris-Cité. Et pour l'épreuve de sciences politiques, il n'y a qu'un seul jury parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde généralement. Donc, on a Vous nous entendez? Merci. Vous nous entendez là? On a dû faire un changement. Oui, c'est bon. Oui, super, merci beaucoup. Donc, je disais que pour la science politique, il n'y a qu'un seul jury. Et donc, c'est Vincent Verlac, directeur général de la CARSAT Sud-Est. Il n'était pas là l'année dernière, donc je ne peux pas vous dire qui c'était. Et Madame Fanny Vincent, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Très sympathique, très ouverte. Elle va un peu là où on l'emmène. Enfin, très sympa, vraiment. Parce que SP, c'était Plutôt santé publique. Non, mais autant pour moi, je l'ai aussi sous les yeux. Enfin, c'était. Léa était humaine. Toujours humaine. Santé publique. Annie Foire, directrice de cabinet du médecin conseil national de la CNAM. Et Pascal
Ah, Pascal Percosta, oui. Docteur. Très gentil. Vous êtes, ouais, c'est la spécificité pour cette année, bah, l'année dernière aussi d'ailleurs, sur la santé publique, vous êtes en face de médecin. Ouais. Vous êtes en face de médecin. L'année dernière, on n'avait pas on n'avait pas Docteur Foire, on avait. On a Un vu universitaire. la personne de l'ISPED, enfin, qui était prof à l'ISPED à Bordeaux. Oui, qui est un médecin et qui est aussi chercheur en santé publique, justement, qui a écrit des ouvrages, notamment sur la gestion du Covid. Et Pascal Percosta, qui est médecin conseil à la CNAM, chargé de mission. Des gens très bien. Voilà. Mais Pascal Percosta, elle est très très gentille. Elle est très, très bien. pour les profs de santé publique. Ouais. Enfin voilà, elle fait des sourires. Et ça paraît bête, mais c'est vraiment très agréable. Ouais. Et, Pas toujours des sourires. et elle travaille donc à l'assurance maladie. Donc, si vous avez une bonne connaissance pour la santé publique, des dispositifs de l'assurance maladie, ça peut être très pratique, notamment en matière de prévention ou en matière de Prado. recyclage. Par exemple, le Prado. Le Prado, ça c'est bien. Elle aime bien le Prado. Là aussi. Regardez Prado, visiblement. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on passe par le conseil? De rien. Les conseils finaux? Ouais. Si vous aviez un conseil à donner aux préparationnaires là comme ça, pour un peu finir, en attendant qu'ils puissent penser à leurs questions. Bon courage, hein. Moi, ce serait ne pas se laisser déstabiliser. Si vous avez, enfin, parce que vous avez le sujet devant vous, quand vous le piochez, là, vous êtes assis dans votre salle, vous avez 20 minutes, et vous pouvez être déstabilisé. Moi, je sais que pour les eurotechniques, j'ai eu 2 sujets qui m'ont déstabilisé. Au final, bah, ça s'est très bien passé. Donc, même si vous pensez que vous n'avez aucune information et vous vous demandez ce que vous faites là, et ben, dans tous les cas, vous avez révisé, vous avez eu des écrits, vous pouvez raccrocher sur beaucoup de choses. Et en plus, on vous demande de raccrocher. Donc, ça peut être très bien par rapport à ça. Donc voilà, vous aurez toujours quelque chose à dire. Et puis même si vous n'avez pas fini votre votre plan détaillé quand vous sortez de la salle en temps de préparation, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, mon plan détaillé n'était pas tellement finalisé pour l'épreuve de questions sanitaires et sociales. J'y suis arrivée et puis la fin, je l'ai un peu improvisée, quoi. Donc, mais après, je savais de quoi je parlais. Enfin, c'est juste que dans les détails, dans la formulation des titres, etc., je ne les avais pas trop. Et en fait, ça se fait très bien, en vrai. Question organisation du temps d'exposé sur l'introduction, sachant qu'il y a 10 minutes et que. 3, 3. Ouais, c'est ça. 2, À peu 3, près. 3, 1. 2 minutes d'intro par grande partie. Par partie. Et 1 minute de construction. Ouais, à peu Moi, près. je passe un peu plus de temps sur l'intro. Ouais, Mais après, entre 2 et 3 minutes. Ça dépend du sujet. Hein. Ça dépend Si j'avais un sujet un peu compliqué, vous passez plus de temps sur l'intro. Et voilà, vous débroussaillez bien. Et puis après, vous n'avez plus rien à dire. Ça dépend aussi, je pense, aussi des thématiques. Hein. Enfin, ça dépend aussi des certaines matières. Enfin, en sciences politiques, il faut bien passer du temps sur l'intro, ça a été demandé. Ou vraiment accroche, définition des termes du sujet, les tensions, problématiques, annonce du plan. Il faut bien passer du temps, donc ça demande plus que 2 minutes. Le tout, c'est que ça soit clair. Exactement. Franchement, tant que vous êtes clair, on ne vous en voudra pas de prendre plus de temps sur quelque chose si vous l'expliquez bien. Il ne faut pas tourner en rond non plus. Mais globalement, si vous venez clarifier l'émotion, ça sera amélioratif. C'est une question du temps juste, mais je pense que ça a été dit. Il faut aussi connaître à quel moment, pendant l'exposé, vous passez de telle à telle partie. Ça, c'est l'entraînement qui vous permettra de le déterminer. Mais savoir qu'au bout de tant de minutes, il faut passer à la première partie, puis la deuxième, puis la conclusion. Ça permet aussi de vous rassurer le jour J en me disant je vais tenir les 10 minutes, je suis dans mon timing habituel et de bien cadrer en tout cas votre exposé. Peut-être l'écrire sur la feuille de brouillon, là, c'est ce que j'avais fait. J'avais mis, enfin, je savais à l'heure auquel je passais, j'avais mis, par exemple, si vous passez à 14h, j'avais mis à 14h03, je dois avoir fini ça, 14h05, partie 1, etc. Je l'avais fait comme ça pour me timer mes 10 minutes. Et Moi, j'ai amené mon chronomètre. oui. Ah bon, j'avais le chronomètre, hein, dans tous les cas, mais c'était pour me rassurer quand je faisais mon brouillon, en fait. Ouais, c'est un peu pareil. Et c'est mieux d'ailleurs le chronomètre, enfin je trouve, hein, Oui, c'est très moi personnel, mais le chronomètre que la montre, parce que ça Oui, dépend, je sais. le chronomètre c'est bon, mais la montre avec le stress, on ne sait plus à quelle heure on a Oui, commencé, donc le à quelle heure on chronomètre, va c'est finir, clair. alors que le chronomètre, bon bah ça s'affiche. Il y a le côté un peu stressant de voir les chiffres en plus, peut-être qu'il faut dépêcher. Et pas parler trop vite parce que vous êtes stressé.
Ouais, ça c'est très important. On va attendre de vous pour les eurotechniques que vous soyez clair dans votre propos et c'est pour ça, privilégiez le fait de parler lentement, de parler de façon claire. N'hésitez pas à reformuler aussi selon le propos que vous tenez au lieu de parler rapidement. Si vous avez pas dit quelque chose pendant votre présentation, on vous relancera sûrement dessus dans les questions-réponses. Donc, Pas de panique. voilà, paniquez Ah pas. oui, alors ça, oui, C'est une stratégie. si vous êtes, enfin, si vous n'êtes pas trop à l'aise sur une thématique, mais que vous savez qu'il est important de la mettre dans votre exposé, vous la mettez dedans, quitte à pas trop la maîtriser. Parce que si vous la mettez pas, on vous reprochera de ne pas l'avoir mis et toutes les questions vont se centrer là-dessus, hein. Et là, vous allez vous faire mais doublement avoir. Donc, si vous maîtrisez pas un truc, presque, là, il peut y avoir une petite stratégie de bah, je fais comme si je la maîtrisais à fond pendant l'exposé, je développe un peu moins quelque chose d'autre que je maîtrise, et comme ça, pendant les questions et la phase d'échange, j'aurai plus l'occasion de pouvoir le développer. Parce que du coup, ils vont vous dire, ah, vous avez sous-développé l'autre point, et c'est le point que vous maîtrisez. Ouais. Big brain. Et pour répondre à ta question, Nicolas, quand est-ce qu'il sera disponible? Normalement, on mettra la semaine prochaine en ligne sur YouTube et on vous fera un post pour vous annoncer avec le lien pour vous y rediriger. Lance l'épreuve, est-ce qu'on doit annoncer l'intitulé du sujet ou directement par l'approche? En fait, ils ont un papier avec le sujet devant eux, donc on n'a pas besoin. C'est ça, ils te demandent de donner le papier avec ton sujet dessus. Enfin, pour moi, ça s'est passé comme ça en tout cas. Vous confirmez avec eux, de toute façon. Voilà, oui. Dans tous les cas, vous confirmez avec eux avant de commencer. Ta question, elle me fait penser, Lucie, à autre chose. Dans le stress, on n'oublie pas de dire bonjour madame, bonjour monsieur. Oui, C'est important. Bien sûr que c'est tout bête, mais ça change la dynamique de votre entretien. Et vous le facilitez quand ils vous disent de vous asseoir aussi. C'est comme au grand tour, vraiment. Là-dessus. Après, il y a peut-être des jurys un peu moins formalistes parce qu'ils sont extérieurs à la sécu, mais attendez quand même. Après, moi, on n'est pas venu me chercher pour quand j'étais à la porte pour les eurotechniques, alors que pour Granto, c'était venu me chercher, on m'avait serré la main. Donc, il y a le côté aussi, tu dois ouvrir la porte quand on te dit. Ah oui, non, on ne leur serre pas la main, là. Ouais. Alors que moi, on m'avait serré la main au Granto. Au grand tout, oui. Oui. Mais pas que à la personne qui vient vous chercher. Oui, on va pas. Ça avec nous, sinon. Non, mais on ne sait jamais. Sur le conseil, peut-être, genre, s'il fallait en dire qu'un aussi, mais genre, n'oubliez pas que le jury n'est pas là pour être méchant et que vraiment, il est là pour tirer le potentiel que vous avez. Ça dépend des. Non, mais il a pour objectif de voir comment vous réagissez sur certaines piques. Donc, il ne sera pas toujours gentil, mais la vocation à terme du jury, c'est quand même de faire en sorte de dégager le potentiel. Donc, s'il vous titille, c'est pour que vous puissiez montrer que vous savez rebondir. Et quand ils viennent vous poser des questions, si la question n'est pas claire, vous leur demandez de reformuler. Si la question, vous ne la comprenez pas et qu'en plus, vous savez que vous ne savez pas y répondre, vous demandez de reformuler avec des termes plus concrets. Vous demander des exemples. Ou avec des exemples, ouais, ça c'est bien. Et ça vous aiguille déjà dans la réponse. Souvent, quand ils reformulent leurs propres questions, ils donnent la réponse. Oui, ils aiment bien s'entendre parler parfois, donc n'hésitez pas. Oui. Mais hésitez un peu, parce que parfois, s'ils parlent trop. Et ils aiment bien parler entre eux. Donc, si vous sentez qu'à un moment donné, il y a un sujet où ils peuvent parler un peu entre eux, vous les lancez dessus. Oui, et après, en disant j'avais pas vu ce point-là, j'avais fait ça. À un moment en USP, c'était trop bien. D'autres conseils, on s'arrête là. Moi, c'est On peut s'arrêter. Moi, j'aurais peut-être. Naël, tu avais? Non, vas-y. D'accord. Moi, j'aurais aussi dit, sinon, il y a quelque chose, entraînez-vous. Entraînez-vous que vous soyez seul avec un sujet, redéroulez votre présentation à l'oral. Si vous avez l'occasion d'organiser des oraux blancs avec vos professeurs ou même tout simplement avec vos collègues préparationnaires, faites-le. Faites-le, même si c'est pas avec un vrai jury, faites-le. Entraînez-vous parce que honnêtement, il n'y a que ça qui vous permettra de démystifier la chose et d'arriver beaucoup moins stressé et beaucoup plus serein le jour J. Est-ce que tu as d'autres questions? Peut-être un dernier conseil, n'hésitez pas à regarder les rendez-vous de l'actualité de l'ON3S, parce que parfois ça peut être des sujets sur lesquels vous passerez en eurotechnique. Alors, plutôt sur QSPS ou santé publique, pour le coup, pas pour les autres eurotechniques, mais voilà, si vous avez le temps dans vos révisions, ça peut être aussi une option intéressante. On n'a pas de part dedans, donc non. La promotion de manière tout à fait bénévole. On gagne une contribution. Pas tous. Et encore. Ok. D'autres questions?
façon, on a perdu un budget. On a tout fait ça. 7h46. Bon, bah, du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. On vous remercie de vous être connectés, d'avoir participé dans le chat. C'est quand même plus agréable pour nous. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions. On est assez réactifs sur LinkedIn et sur Facebook, sur le mail de la prépa également. Donc, aucun souci pour répondre et rediriger aux bons interlocuteurs pour vous aider un approfondissement sur un point. Voilà. Mais merci à vous de vous être connectés. Merci à vous encore. Au revoir, le monde. Et bon été. Et bon été, profitez bien aussi.